Demain, j'aurai 20 ans. C'est donc le titre de votre dernier roman, Alama Bankou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, vous nous racontez votre enfance, en fait, au Congo Brazzaville. Votre héros a une douzaine d'années, il s'appelle Michel. Et donc, on découvre un peu son univers, son quotidien avec maman Pauline, papa Roger. Oui, c'est cette période que je voulais montrer aussi aux Africains d'aujourd'hui, puisqu'on a tendance toujours de parler d'une Afrique des mythes, des légendes. Cette fois-ci, c'est une Afrique urbaine. Qu'est-ce que nous avons fait dans les années 70-80 ? C'était le moment des turbulences. Et moi, je voulais la photographie d'une famille type africaine congolaise qui vit dans une sorte de polygamie quand même, puisque mon père a 2 femmes, mais qui aussi reçoit les nouvelles du monde. Ça devient donc l'Afrique qui, cette fois-ci, regarde ce qui se passe dans le monde et comment le monde va modifier le périmètre carré africain. Oui, il se pose beaucoup de questions, le petit Michel, on va y revenir dans un instant, mais juste un mot des femmes. Il y en a beaucoup dans ce livre. Il y a maman Pauline, il y a maman Martine, qui est donc la première femme d'ailleurs du père de Michel, le père adoptif. Il y a aussi la belle Geneviève. Il y a Caroline, l'amoureuse de Michel, qui ont des histoires un peu compliquées. Là, on sent vraiment qu'il y a vraiment une présence féminine. Vous aviez envie de rendre hommage à la femme africaine ? Oui, je voulais vraiment regarder aussi la femme africaine. On m'a souvent fait le reproche que dans la plupart de mes livres, c'est très masculin, c'est très dur, masochiste, machiste, tout ce qu'on avait dit. Et cette fois-ci, sans y réfléchir, j'ai vu que les femmes étaient au premier plan. Tout simplement parce que lorsqu'on parle de la famille en Afrique, forcément émerge le portrait de la femme. Et cette femme, c'est la mère, celle qui a été chantée par Kamara Lai, celle qui a été magnifiée dans les bouts de bois de Dieu de Sembène Ousmane. Mais c'est cette femme que j'ai mise dans la modernité cette fois-ci, pas seulement dans le croquis de la société traditionnelle. Alors vous citez Kamara Lai, qui est l'auteur d'un livre consacré, enfin je cherche le mot, c'est pas mythique, mais vraiment un classique, un classique de la littérature africaine, L'Enfant Noir. Ça s'inscrit un peu dans cette continuité ? Je pense que ça s'inscrit dans cette continuité. Je suis d'ailleurs fier d'avoir fait la préface de la réédition de L'Enfant Noir de Kamara Lai il y a 2 ou 3 ans. C'est un livre dans lequel le petit Africain, le personnage principal, regardait les coutumes africaines, la mère qui avait une position pieuse. Donc moi je voulais aller peut-être au-delà de cette image que j'avais gardée de l'enfant noir et voir une mère qui peut faire des fautes aussi. Une mère qui vous dit, écoute, je vais voir ton oncle, mais en fait il ne va pas voir son oncle, il va voir son amant. Une mère qui peut danser, qui peut porter, être un peu dur aussi, qui peut être dure, qui peut être triste. C'est la mère d'aujourd'hui que je voulais voir. Et là aussi la différence, c'est que le petit Michel se pose beaucoup de questions sur ce qui se passe ailleurs dans le monde, puisqu'il est bercé par La Voix de l'Amérique. C'est une radio, et il y a un personnage qui revient constamment, qui existe. C'est le présentateur vedette à l'époque, Roger Guy Folly. Et donc grâce à cette radio, alors on va le voir ici en photo. Alors vous l'avez rencontré récemment. Enfin, vous avez dialogué avec lui. Oui, j'ai dialogué avec. Je ne le connaissais pas. Quand ils ont lu mon livre aux États-Unis, on m'a appelé par La Voix de l'Amérique pour me dire, écoutez, dans votre livre, vous avez parlé de Roger Guy Folly et on voudrait faire une émission en duplex. Et j'ai eu cet homme. Je pensais que c'était un blanc et je tombe sur un noir. Puisque j'ai demandé, mais vous êtes un blanc? Alors j'ai dit non, je suis noir comme vous. Et là, je me suis dit que l'enfance, c'est quelque chose parce que là, on ne connaît pas les couleurs des gens, on maîtrise simplement la voix et les sentiments. Et grâce à lui, donc, vous découvrez, ou Michel, entend parler du chat. Alors ça l'intrigue beaucoup, ce chat d'Iran. Au début, il sait pas trop. Il parle aussi de, effectivement, on a tous les grands tous les grands conflits, le Vietnam, les Khmers rouges. Vraiment, pour vous portez un regard faussement naïf grâce à Michel sur tout ce qui s'est passé pendant cette période-là, qui était une période très, très forte, avec vraiment une période politique très engagée. Oui, période très forte. Et contrairement à ce qu'on pensait, à 10, 11 ans, nous étions au courant de tout parce que nos parents écoutaient l'actualité internationale. Nous étions touchés par ce qui se passait du côté de Bokassa, d'Idi Amin Dada, de Mobutu. Et on ne pouvait pas gommer cette histoire. Et ça venait plutôt de La Voix de l'Amérique, puisque nos radios à nous, nationales, étaient des radios sous la dictature. L'information était distillée, on ne pouvait pas tout donner. Donc il y avait une ouverture vers les radios internationales pour nous faire voir ce qui se passait avec le Shah d'Iran, ce qui se passait avec Idi Amin Dada. C'était
presque pour nous de la révélation. Et c'est ça qui a façonné peut-être l'imaginaire de ceux qui sont comme moi nés après les années 60, c'est-à-dire en 66, et qui ont eu leurs années de gloire dans les années 70-80. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes parti aux États-Unis aujourd'hui. Justement, pour en venir à cette époque, vraiment pareil, Michel aussi vit assez, pas douloureusement, mais vraiment il y a quand même du bourrage de crâne à l'école parce qu'on est dans un régime communiste. Oui, étant dans le régime communiste rouge, c'était difficile pour nous. Donc, du coup, les dictateurs aussi rajoutaient un peu les pratiques sur place. Prenons l'exemple du Zaïre. Ils ont fait la théorie ou la politique de l'authenticité. Portez pas de cravate, la veste était interdite. Donc, il y avait le bourrage de crâne qui faisait que les enfants étaient des perroquets qui pouvaient vous réciter le Capital de Karl Marx, qui pouvaient vous réciter les textes de Pouchkine, parce que nous étions dans une mouvance telle qu'il fallait combattre l'impérialisme et ses valets locaux, précisait-on, les valets locaux étant les bourgeois qui étaient là. Oui, on voit bien que le tonton Roger, qui est un membre du parti, s'accorde un petit bien avec le confort. Juste un dernier mot, peut-être des mots, de la magie des mots. Il y a Arthur Rimbaud il y a aussi San Antonio. On sent qu'il y a vraiment un goût de la littérature, une approche de la littérature très éclectique. Oui, Arthur Rimbaud, San Antonio, Marcel Pagnol, Georges Brassens, dont les chansons rythment le livre à l'intérieur. Je voulais garder cette magie, cette virginité, et puis revenir à ce qui a fait de moi un écrivain, c'est-à-dire la poésie par l'évocation de la simple émotion. Tout le livre est bâti sur cette émotion, et je pense que tout le monde doit avoir 20 ans un jour, et même si on les a eus, il faut se rappeler qu'il faut les garder. Et c'est vrai qu'il y a une vraie émotion dans ce livre paru donc chez Gallimard. Demain, j'aurai 20 ans. Une collection prestigieuse. Ça fait plaisir d'être dans la collection blanche. Ça rassure parfois de temps à autre d'aller jouer dans une grande équipe. Très bien. Merci beaucoup Alain Mabanckou d'être venu sur le plateau de TV5. Donc demain j'aurai 20 ans chez Gallimard. Vous passerez un excellent moment. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV5.